Ouais, ok. Ben, voilà, je suis Léa Delso, je suis chargée de mission agriculture et sylviculture au sein de deux communautés de communes, donc celle du bassin d'Aubenas et celle du Val de Ligne. Et je vais vous présenter un peu les actions qui ont été menées sur ces deux territoires en lien avec la logistique et les circuits courts. Donc pour resituer où je suis, du coup le territoire des deux communautés de communes se situe en Ardèche, donc centre, hein, centre Ardèche en milieu quoi. Bassin d'Aubenas, c'est la deuxième Aubenas, c'est la deuxième plus grande ville d'Ardèche avec 13 000 habitants. Sur la communauté de communes globale, on a 40 000 habitants. Et donc, communauté de communes Val de Ligne, c'est vraiment tout petit. C'est l'une des plus petites communautés de communes d'Ardèche. Il y a 6 000 habitants. On est en très, très grosse majorité rurale. Autour de la commune d'Aubenas, qui est quand même un centre dynamique du département, on est en périurbain. Donc l'Ardèche, c'est un territoire qui est hyper touristique l'été et qui est complètement désert l'hiver. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis que c'était un peu un territoire à double vitesse, dans la mesure où, voilà, l'été, près de Vallon-Pont d'Arc notamment, qui est une ville très touristique, la population fait x10 l'été. Tous les commerces sont fermés l'hiver et c'est comme une ville quasi fantôme. Donc c'est vrai que c'est vraiment une caractéristique notable de notre territoire. Avec pour conséquence du coup un taux de chômage qui est très élevé, avec 17% pour Bassin d'Aubenas et 21% pour Val de Ligne. Une économie essentiellement résidentielle et une population essentiellement retraitée. Et donc pour la petite anecdote, comme on est sur la logistique, on est le seul département français sans train ni autoroute. Voilà, donc c'est en bus ou en voiture pour sortir du département. Côté agriculture du territoire. Donc là, je vous ai mis une carte des deux communautés de communes. En jaune, ce sont les estives et les landes sur les déclarations PAC de 2021. Donc on aperçoit en fait dans le sud la vallée, en fait la plaine, avec la ville essentiellement. Donc vous distinguez des taches violettes et donc ce sont essentiellement c'est de la vigne en fait. Donc on peut schématiser en plaine de la vigne et sur les piémonts, donc tout le reste des communes, de la châtaigne et des landes. Et la dernière commune qui est tout au nord, c'est Mézillac, et là on commence un peu à être sur le plateau en altitude. Donc voilà, viticulture en plaine, châtaigne et ovin à l'étang en Piémont. Il faut savoir du coup que l'Ardèche, et en particulier notre communauté de communes, a un passé arboricole qui est très très important, notamment avec une coopérative qui s'appelle Vivacop et qui, dans les années 70-80, exportait plus d'un tiers de sa production à l'étranger. J'ai retrouvé une thèse sur cette coopérative qui vantait les mérites de l'export agricole massif de la production. Donc c'était vraiment quelque chose de très gros. Ensuite, il y a eu l'exode rural. Donc chute des productions agricoles, ouverture aux pays du Sud, notamment l'Espagne, l'Italie, etc. Donc qui a fait que les produits ardéchois n'étaient plus du tout compétitifs sur l'arboriculture. Et donc toute la plaine en fait a été replantée en vignes qui étaient plus rentables. Donc on a un relief qui est extrêmement escarpé avec des surfaces agricoles très morcelées et très petites. On a 17% de surface agricole utile sur les deux territoires. Donc, on n'a pas de problème comme en Beauce ou comme dans le Gers avec des hectares et des hectares de grandes cultures. On a cette agriculture qui est très diversifiée et qui est donc assez peu impactante finalement, je pense, en termes d'environnement. Mais le problème, c'est qu'on subit une très forte pression d'urbanisation, notamment autour d'Aubenas. Et comme partout ailleurs dans les villes moyennes, ça urbanise en priorité sur les terres plates et fertiles de la plaine. Si on va un peu plus dans le détail sur notre territoire, donc on a réalisé une étude, j'y reviendrai dessus un peu plus en détail, de flux, justement, on en parlait tout à l'heure. La Chambre d'agriculture a réalisé une enquête auprès des agriculteurs pour savoir un peu quels étaient leurs modes de commercialisation et leurs débouchés.
selon les produits. Donc, il en ressort que 80% des exploitations sur nos territoires vendent une partie de leur production en circuit court. Donc, on a un peu le détail sur le graphique qui est à côté. On voit qu'en grande majorité sur le circuit court, c'est la vente à la ferme, les magasins, donc de producteurs ou pas, hein, sur le territoire, et les marchés, qui sont les plus gros canaux de distribution en circuit court. On a aussi beaucoup de circuits longs, comme vous pouvez le constater, et c'est un peu différencié selon les filières. Donc typiquement, tout ce qui est chevreau, plantes à parfum aromatiques et médicinales, petits fruits et châtaignes, ça part beaucoup en coop, en coopérative, donc en circuit long, en immense majorité. Et pour tout ce qui est porc, notamment de la découpe, en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de la transformation. Bovins, beaucoup de caissettes en circuit court. Brebis, pareil, de la découpe. Et légumes et fruits, donc soit sur les marchés, notamment l'été, soit en vente à la ferme. On a la chance sur le territoire d'avoir de nombreux outils de transformation. On a notamment un abattoir multi-espèces avec possibilité d'abattre en bio. On a de nombreuses structures de transformation végétale, en particulier pour la châtaigne. Donc là-dessus, on n'est pas à plaindre. Donc la fameuse Vivacop qui existe aussi, qui a créé des chaînes de transformation, autoclaves, etc. Pour autant, il y a deux problèmes. Le fait qu'on a des outils de transformation qui ont été dimensionnés à l'époque faste, on va dire, de l'agriculture. Donc, c'est une chance inespérée sur notre territoire d'avoir ce genre d'outils. Le souci, c'est qu'on n'a plus la production qui suit. Et du coup, c'est des outils qui sont un peu en perte de vitesse et qui essayent de se renouveler pour s'en sortir, avec le risque qu'ils disparaissent. Et s'ils disparaissent, à mon sens, on n'arrivera plus jamais à réouvrir des outils comme ça. Donc, la priorité sur notre territoire, c'est vraiment de maintenir ces outils qui sont une vraie force sur le territoire. Mais il faut plus de production, j'y reviendrai un petit peu plus après. Et un deuxième problème que je vois, en particulier sur les outils de transfo végétaux, donc, c'est que c'est beaucoup de producteurs de châtaignes. Et en fait, ils ont tous besoin d'utiliser les outils de transfo au même moment. Donc, on est pris d'assaut de septembre à décembre sur la transfo en châtaigne. Et par exemple, l'été ou le printemps, il y a plus personne dans les outils de transfo. Donc ça, c'est un problème parce qu'ils sont saturés à certaines périodes et complètement déserts à d'autres. Côté agriculteur, donc on a un faible taux de reprise sur le territoire, un vieillissement des populations, comme partout en France, hein, c'est pas un scoop. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on est un territoire qui est très attractif en termes de porteurs de projets. On a beaucoup de porteurs de projets qui veulent s'installer. On a un lycée agricole, on a un BPREA. Le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de la terre. C'est beaucoup aujourd'hui d'hors cadres familiaux. Et en fait, du fait de l'urbanisation importante sur le territoire, il y a beaucoup de rétention foncière. Et du coup, les propriétaires veulent pas vendre ou à des prix qui sont complètement exorbitants, 2-3 euros le mètre carré. Et du fait de la rétention foncière, on crée des friches agricoles. Et là, c'est plus des forêts denses maintenant qu'autre chose, puisque ça fait 30-40 ans que c'est le cas, avec le coût que ça engendre si on veut remettre en culture, qui a été estimé à 10 000 euros l'hectare si on veut remettre en culture ces terrains-là. Coût que les porteurs de projets ne peuvent pas forcément se permettre. Avec tous ces constats, du coup, on a mis en place une politique alimentaire sur le territoire suite à donc moi j'ai été embauchée en 2020, janvier 2020, donc je reviendrai un peu après là-dessus. Et donc on a déposé une candidature au projet alimentaire territorial qui a été lauréat en juin 2021, donc en niveau 1. Autour de 5 axes. Donc, le premier axe est celui qui est un peu le socle de notre PAT, c'est tout ce qui est foncier, installation, transmission et filière. Donc, au vu du constat que je vous ai dit plus avant, et sur la transmission, donc effectivement des agriculteurs qui ont du mal à se tirer un salaire, qui sont un peu écœurés de leur métier et qui ne veulent pas forcément céder parce qu'ils ne comprennent pas et ils n'ont pas envie que d'autres jeunes se retrouvent dans la même galère qu'eux, entre guillemets. Ou qui s'y prennent à la dernière minute pour transmettre et c'est plus possible. Et après sur les filières, voilà, essayer d'appuyer les filières sur le territoire. Par exemple, on mène un projet pastoral, donc on mobilise tous les propriétaires fonciers d'une zone de pâturage pour qu'ils nous donnent un droit d'accès
On a édité une offre de pâturage et on a bientôt des agriculteurs qui vont être choisis pour pâturer sur cette zone. Le deuxième axe, c'est la promotion de l'offre alimentaire locale. Les Ardéchois sont fiers de leur patrimoine et mangent facilement ardéchois, et c'est quand même une valeur qui est assez reconnue. Pour autant, à l'issue du Covid, il y a quand même eu des gros constats de se dire, mais en fait, comment il fonctionne le circuit court, qui vend où, comment fait le maraîcher du coin, quels sont ses circuits, etc. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas trop où trouver des produits locaux sur le territoire. Donc voilà, d'où l'axe de travail. Le troisième axe sur les entreprises agroalimentaires, donc comme je vous ai dit, qui sont sur le territoire, et c'est une chance, mais qui sont un peu fragiles et qui convient d'aider à s'intégrer plus facilement dans le paysage qui est en train de muter pour qu'ils ne disparaissent pas. Le quatrième point sur l'alimentation citoyenne. Donc, on mène des actions en lien avec les grandes et moyennes surfaces, en lien avec les marchés de plein vent. On crée des jardins partagés, on crée des marchés de producteurs. Et le dernier point, c'est l'alimentation en public spécifique, donc hors domicile, avec les restaurants traditionnels, les campings et la restauration collective. Voilà, donc sur le sujet logistique, si j'essaye de retracer un peu l'historique de nos travaux. En 2013, sur l'ancienne communauté de communes d'Aubenas, qui a été fusionnée par la suite pour s'agrandir, il y a eu un diagnostic foncier agricole très complet qui avait été fait, avec des propositions d'action sur le terrain. Après, il y a eu la fusion de la Comcom et je crois que ça a occupé beaucoup les agents et les politiques. Donc, il ne s'est plus passé grand-chose jusqu'à la rédaction d'un dossier leader pour embaucher du personnel sur l'agriculture et la forêt. Et donc, la condition, c'était que ce soit sur 2 communautés de communes, donc bassin d'Aubenas, Val de Ligne. Et donc, c'est là que j'ai été embauchée en janvier 2020. T1 2020, je sais plus, ça fait 3 ans, donc c'est 2020. Et donc, moi, j'ai eu une expérience professionnelle avant au conseil départemental du Gers. Et il y a une personne là tout à l'heure qui questionnait un peu les départements qui avaient fait des travaux sur la logistique. Et je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de ce département, puisqu'ils ont fait des grosses études sur le sujet et ils sont en phase de deuxième étude logistique avec création de points logistiques. Donc, ils sont très, très avancés sur le sujet, je trouve. Donc, première année, j'ai rédigé une candidature pour le projet alimentaire territorial avec animation de groupes de travail avec les acteurs, grande surface, écoles, cuisiniers, professionnels, agricoles, syndicats, tout ce qu'on veut, pour rédiger la candidature. Avec ce contexte Covid qui faisait vraiment qu'on se disait, mais en fait, on ne connaît pas nos circuits courts. La problématique sur le territoire, c'est effectivement qu'on a un gros relief. On a des grosses distances à parcourir malgré le fait qu'un vol d'oiseau se soit à côté et du coup une très faible densité de population. Typiquement sur la restauration collective, c'est hyper compliqué parce qu'on a des petites écoles de 30 repas qui sont à une demi-heure de distance les unes des autres. Donc autant dire que pour la logistique, c'est hyper complexe. Et donc avec le projet alimentaire territorial, on a lancé une étude de flux offre-demande. Donc comment s'est déroulée cette étude, s'est articulée cette étude? On a essayé de faire en sorte d'estimer les volumes de production par filière agricole en spécifiant les débouchés. Donc ça, on a missionné la Chambre d'agriculture de l'Ardèche pour le faire. On a considéré que savoir des volumes de production sans débouchés, c'était complètement non pertinent et qu'il fallait absolument qu'on sache où vont les volumes qui sont produits sur le territoire. On a missionné l'ISARA, qui est une école d'agronomie basée à Lyon, sur les intermédiaires alimentaires. Donc ça pouvait être les coopératives, ça pouvait être les magasins, ça pouvait être les outils de transformation, les distributeurs. L'idée, c'était qu'ils enquêtent sur les stratégies commerciales de ces structures et de voir leur rapport aux produits locaux, leur stratégie de démarcation, etc. Et pour finir, la CCI va nous réaliser une étude de consommation auprès des consommateurs à la fin de l'année. L'idée étant d'estimer un peu la résilience de la production alimentaire par rapport à la consommation,
Et notre objectif, c'était d'avoir l'estimation de la consommation par secteur. Donc, les magasins, la restauration collective, la restauration commerciale, et de mettre en parallèle avec les résultats qu'on avait eus de la Chambre d'agriculture, pour pointer les carences et pour pointer les excédents. Je pense qu'il n'y en aura pas, mais je pense qu'il n'y aura que des carences. Et pour cibler ensuite notre politique d'action foncière sur ces secteurs en carence de production. Voilà. Donc, on a des groupes de travail multi-acteurs selon les thématiques. Euh, et on a un parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui œuvre aussi sur l'alimentation, qui a fait une étude sur le sujet. Donc, la suite de cette étude, ça va être en particulier sur la RHD, de les accompagner à la mise en lien avec les producteurs et de donner envie aux producteurs de vendre à la restauration collective, ce qui est une vaste problématique, puisque tant qu'il n'y a pas le prix en face, ils n'iront pas. Et il faut aussi la contractualisation. Qui dit contractualisation dit marché public. Et souvent, c'est un peu... Enfin voilà, il y a vraiment une appropriation des sujets de part et d'autre des différents publics, des contraintes de chacun, parce que je crois qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne se rendent pas compte des problématiques de chacun. Et à la fin de cette étude offre-demande, on va faire une étude spéciale sur la logistique, commanditée donc vraiment par un bureau d'études spécialisé, voire un groupement de structures spécialisées. L'étude étant que ce soit pas une étude pour une étude, mais une étude action dans laquelle on puisse faire des groupes de travail avec les logisticiens du territoire, parce qu'il y en a, ils sont nombreux. On a en particulier une structure qui s'appelle Dardèche et de saison, que j'ai abrévé, je sais pas, Dardèche, donc DADS le fichier. Donc c'est une SIC qui permet de récupérer la liste des produits des producteurs d'Ardèche, de créer une mercuriale, de gérer la logistique et de vendre et de livrer aux structures de la restauration collective. Donc, on a vraiment cette chance sur le territoire d'avoir cette structure qui demande à grossir. Voilà. Et donc, avec cette conscience aussi que ce travail est mené à l'échelle de 2 communautés de communes et que c'est clairement pas une échelle d'action pertinente sur la logistique. À mon sens, ça devrait relever du département sur le sujet. Voilà. Et donc, en matière de réflexion un peu sur les actions qui sont menées, voilà pourquoi on a voulu commencer par le foncier et l'installation, parce que sans foncier et sans agriculteur, on n'a pas de volume, et sans volume, on n'a pas de logistique. Donc, tant qu'on n'a pas de volume conséquent, on pourra rien faire. Et aujourd'hui, en Ardèche et sur notre territoire, toutes les filières sont en carence de production par rapport à la demande, toutes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite mettre l'accent au début. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'identifier, comme j'ai dit précédemment, les débouchés des productions pour pointer les carences et identifier les pistes d'action. Typiquement, un exemple bien concret sur le territoire, on a beaucoup de petits maraîchers sur 1 hectare, 2 hectares, qui vendent essentiellement en vente directe sur des légumes d'été. On n'a pas du tout de légumes d'hiver sur le territoire. Et il n'y a pas un seul maraîcher aujourd'hui qui a envie d'aller sur ce débouché-là, parce qu'ils font leur vente en majorité l'été et que ça leur suffit. Donc, il y a des gros travaux de structuration de filière à mener. Et en termes de fonctionnement de ce qu'on a fait, les études se sont très bien passées, chaque acteur de l'étude étant bien au fait de ce qu'il fallait faire, bonne articulation entre elles, et c'était des résultats qu'on attendait. On savait ce qu'on allait trouver, on savait qu'on manquait de volume, on savait qu'on manquait de production, notamment en légumes d'hiver, on savait que les acteurs ne se connaissaient pas bien. Donc c'est plutôt rassurant finalement par rapport à ce qu'on avait envisagé sur le projet alimentaire territorial. En fait, c'est des constats que tout le monde savait plus ou moins. Et l'idée de l'étude, c'était vraiment de les poser sur papier et de les chiffrer pour qu'on parte d'une base stable et que tous les acteurs aient un consensus sur le diagnostic, en fait. Côté facteur explicatif, donc c'est des initiatives qui sont hyper longues à se mettre en place. Et c'est assez frustrant parce que, comme je l'ai dit, les constats sont déjà connus sur le territoire depuis longtemps. On ne sait pas trop par quelle boule prendre, on va dire. On se dit que ça a permis à minima de mettre autour de la table des acteurs du territoire qui ne se connaissaient pas forcément. Les transformateurs avec les producteurs, les transformateurs avec la restauration collective.
À titre d'exemple, la semaine dernière, on a fait venir les restaurateurs dans Vivacop. Donc, le directeur de la structure nous a accueillis. On a fait 1 heure de discussion sur le sourcing du territoire avec des produits. Et ensuite, on a fait une visite de l'outil de transfo avec tout le monde. Ça a été hyper apprécié et on aimerait refaire ce genre de rencontres avec d'autres outils du territoire. On se fait reprocher par certains acteurs de rester trop théorique, de faire trop d'études et de pas aller dans le concret. Et en fait, je pense qu'il faut quand même qu'on commence par poser les choses sur papier et arriver à un consensus et réunir les acteurs avant de lancer des actions. Et par contre, cette difficulté de savoir par quel bout on le prend. Typiquement, la restauration collective, les agriculteurs de dire oui, mais la Restauco, ils sont pas bons payeurs, et la Restauco de dire oui, les producteurs, ils font pas la production. Et du coup, il faudrait que les deux avancent en même temps, dans le même sens pour que ça marche. Et donc, il y a un gros travail d'animation et de connaissances à mener. Et la question de la mesure des effets des actions, parce que quand on fait de l'interaction, on favorise les interactions, on sait pas trop, on sait pas trop mesurer le résultat de nos actions. Et pour finir, les actions à venir, donc l'étude d'action sur la logistique, comme je l'ai dit, pour faire suite à cette étude flux, et avec cet accent vraiment sur l'action pour essayer de mettre en œuvre quelque chose et pas rester trop théorique, comme on peut le dire. Favoriser la rencontre entre les acteurs parce qu'on a vraiment conscience que c'est ça qui pêche, beaucoup d'initiatives et pas de concertation. Et un gros travail de structuration des filières, en particulier sur l'arbo et le maraîchage, pour combler les carences sur les filières, notamment RHD. Voilà. Donc, bonjour à tous. Caroline, moi je suis chargée de mission logistique au sein du département de la Côte d'Or et je travaille avec Vinciane Marin qui se présentera dans la seconde suite. Je viens d'être embauchée il y a 2 mois de ça pour travailler sur les questions logistiques et un passé de logisticienne industrielle avant d'arriver ici. Donc, je vais vous présenter le département de la Côte d'Or qui fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un département qui a une densité de population très inégalement répartie, comme vous pouvez le voir sur la carte, puisque toutes les zones claires sont moins de 15, une densité de moins de 15 habitants au kilomètre carré et le plus foncé. Il y a un axe qui se dessine très fortement, qui est l'axe Beaune-Dijon, matérialisé sur la carte par la grosse flèche blanche, et qui va regrouper les 2 tiers de la population du département. Il faut savoir que la Côte d'Or, ça reste quand même le 5e département français en termes de superficie, mais le 51e en termes de population. Donc, ce qui peut le caractériser de façon assez propre. Les cercles que vous voyez sur la carte, c'est les bassins de vie, comment ils ont été un petit peu représentés. Le département est structuré à travers environ moins de 700 communes, 19 intercommunalités. C'est un territoire à fort passage puisqu'on est sur l'axe Paris-Lyon, le nord-sud, ouest, est-ouest. Donc, un fort trafic routier national ainsi qu'international. Donc, des infrastructures, je dirais, routières, ferroviaires, on ne va pas parler du maritime, mais assez développées. Cependant, il y a tous les flux sont orientés vers Dijon, qui reste donc la capitale du département. En fonction de ces éléments, donc vous voyez, c'est l'axe vraiment Dijon-Beaune qui est une zone de massification naturelle. Il y a une forte une concentration des richesses tant économiques au niveau que de la demande. Et à contreverse, il y a les zones rurales. L'ensemble du reste du département sont plutôt des zones rurales à faible revenu et basse consommation, avec des grandes distances à parcourir pour rejoindre les différents acteurs du territoire. En ce qui concerne l'agriculture, donc le département peut être, on l'appelle une petite France agricole parce qu'il peut être divisé en 9 différentes régions. Il y a une nature des productions qui est très influencée par les sols et les microclimats, donc entre la répartition en forêt, culture et prairies.
Ça reste un atout du territoire puisqu'il y a on peut, de par ces diversités de territoires, avoir une diversité de production. Les productions principales restent donc les grandes cultures avec le blé qui arrive en priorité. Ensuite, tout ce qui est viande, l'élevage de viande bovine et ensuite tout ce qui est viticulture. Dans le reste des études, quand on parlera d'analyse de circuits courts, on sortira par contre tout ce qui est viticulture de notre champ, notre périmètre d'études, parce que ça reste des flux et un domaine assez particulier. Sur l'ensemble des exploitations, donc il y a quand même presque 60% du territoire qui est un territoire agricole et une trentaine de pourcents de la surface agricole utile qui est en herbe, donc destinée à l'élevage bovin. 16% de nos exploitations agricoles sont bio. Une majorité a un signe d'identification de qualité, voilà, je cherchais. Et 30% des exploitations hors viticulture aujourd'hui peuvent être désignées en circuit court, avec une forte évolution, je pense que comme sur l'ensemble du territoire français, depuis ces 10 dernières années. Alors, sur la carte, tout ce qui est jaune, je ne sais pas si c'est très lisible, c'est tout ce qui est céréales, on le voit bien. Après, tout ce qui est plutôt rosé, donc c'est toutes les filières polyculture, polyélevage, le rouge, la viande, et puis le vignoble que vous voyez donc bien au sud du département. C'est bon. La suite? Oui. Oui? Oui, vas-y, c'est bon pour moi. Donc, pour revenir, donc moi, je m'appelle Vinciane Marin, je travaille au département depuis début 2021 et je suis spécifiquement en charge de tout ce qui est filière locale et notamment du PAT qu'on coporte avec la Chambre d'agriculture depuis 2020. Donc, pour vous refaire l'historique, alors dans les grandes lignes, parce que voilà, moi je suis arrivée il y a 2 ans et il y a du turnover dans les collectivités qui font que des fois on n'a pas exactement les éléments précis qu'on souhaiterait pour retracer un historique. Mais en fait, la politique alimentaire en Côte d'Or, elle a quand même débuté assez tôt. Parce qu'en 2010, il y a les premières réflexions sur ces questions, notamment parce que les départements ont la compétence des collèges et donc de la restauration dans les collèges. Et ça se traduit dès 2012 par un vote d'un plan d'orientation et d'action en faveur du développement et de la valorisation des produits locaux. Et ensuite, de 2012 jusqu'à 2020, et vraiment l'étape, on passe en PAT officiel. Les actions sont surtout liées au collège ou à l'appui aux producteurs quand même pour la diversification, vu qu'on travaille en partenariat avec la Chambre d'agriculture qui mène des actions propres auprès des producteurs. Et puis, ces actions-là, elles sont aussi menées avec d'autres actions de type économie circulaire, où il y a un plan anti-gaspi dans les collèges au niveau alimentaire qui débute dès 2014. Et toutes ces actions avec les collèges aboutissent aussi à la mise en place de la plateforme agri-locale au niveau du département de Côte d'Or. Et en fait, c'est toutes ces actions qui vont faire émerger de manière un peu diffuse, et c'est pas une action concrète, c'est l'ensemble de ces actions qui font remonter la problématique de la logistique. Donc, surtout de la Restoco et les producteurs qui disent « mais on a des problèmes pour réussir à massifier et à vraiment faire augmenter l'approvisionnement local ». Et c'est pour ça que la logistique, en 2020, quand le plan d'action du PAT est décidé, est voté, décidé que ça sera un des axes prioritaires de travail dans le cadre de ces PAT. Sachant que la logistique, il y a quand même l'idée que c'est pertinent de la traiter à une échelle départementale
qui est déjà un minimum si on veut sortir de l'action ponctuelle et faire peut-être des choses un peu plus structurantes. Donc en 2020, PAT qui est labellisé en 2021 avec l'attribution d'une subvention sur le plan de relance. Et cette subvention, elle est entièrement ciblée vers la logistique et notamment la création d'un poste avec l'embauche justement de ma collègue Anne-Claire, puisqu'on a eu une subvention sur 2 ans pour créer ce poste spécifique. Donc, pour vous revenir concrètement sur le PAT. Comme je vous disais, il y a 2 axes principaux qui sont dégagés. Il y en a un, c'est vraiment la coordination sur le territoire. Je vais y revenir. Il y en a un, c'est vraiment sur la logistique alimentaire. C'est nos 2 axes principaux de travail. Et la logistique que je développerai après. Et puis, vous avez ce que vous voyez là en vert, c'est tout ce qu'on a appelé les actions outils du PAT. Accompagner l'offre agricole, développer des outils économiques, accompagner les acheteurs. Ça, ce sont des actions en fait qui sont menées depuis une dizaine d'années au sein du département et qu'on a structurées grâce au PAT. Le PAT, c'est un peu une opportunité de valoriser ce qui était déjà fait au sein du département, de mieux le structurer et puis de voir quels étaient des axes un peu plus transversaux et structurants au milieu de toutes ces actions ponctuelles qui étaient menées depuis une dizaine d'années. Donc, on va y retrouver toutes les actions de la Chambre d'agriculture auprès des producteurs. On y retrouve aussi les actions du département auprès des collèges, les formations des restaurateurs, les cafés débat, tous les ateliers d'interconnaissance entre acteurs, le développement d'agri-local, et puis un projet un peu plus spécifique qui est un développement d'un pôle de maraîchage biologique qui est porté par le département, qui a acheté 20 hectares de foncier pour installer des maraîchers avec l'optique d'approvisionner la restauration collective. Et en parallèle de ce pôle de maraîchage, il y a un projet de légumerie. Donc ça, on va dire que c'est des actions en propre qui s'intègrent dans le PAT. Par contre, au moment de faire le PAT en 2020, il y avait déjà de nombreux autres territoires infra qui s'étaient saisis aussi du PAT ou sans faire la chose officiellement PAT, avaient quand même des stratégies alimentaires sur leur territoire. Donc, soit au niveau de la Comcom, soit au niveau de la métropole, soit au niveau des pays. Et là, l'échelle départementale a semblé quand même très pertinente pour dire on offre un cadre de coordination, d'animation, d'échange au niveau départemental. Donc, ça s'est traduit par une charte. On a proposé une charte au territoire pour créer ce que nous, on appelle un réseau des territoires. C'est une sorte de club qui va se réunir, tous les chargés de mission des territoires sur les questions alimentaires, qui se réunit tous les trimestres pour de l'échange d'expériences, de l'échange de pratiques, et puis tout simplement du partage de connaissances et d'expériences entre chargés de mission qui souvent ne sont pas à 100% sur le PAT et donc sont assez friands, on va dire, d'avoir des temps d'échange spécifiques avec un apport d'informations. Ces clubs, on peut les faire sur des thématiques particulières, justement en fonction des besoins. Ça peut être sur les cuisines centrales, ça peut être justement sur la logistique. Enfin voilà, on essaye d'être le plus pertinent possible. Et puis, d'amener aussi même de l'ingénierie sur certains territoires qui pourraient manquer d'ingénierie pour développer leur stratégie alimentaire. Alors, par contre, sur les questions logistiques, plus précisément, comme je vous disais, la pertinence, c'était de se dire, à l'échelle départementale, il y a certainement une pertinence à avoir des actions plus structurantes et en plus, ça offre de la transversalité entre les différents territoires de Côte d'Or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, dès 2013, au niveau du département, il y avait eu un appel cette question de la logistique était déjà présente. Il y avait eu un appel à projet sur le développement des circuits alimentaires locaux à l'époque et qui n'avait malheureusement à l'époque pas trouvé, en fait, n'avait pas eu de réponse, n'avait pas eu d'intérêt. Au final, c'était un peu un appel à projet qui était trop novateur par rapport à ce qui s'est développé aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'intérêt pour cet appel à projet aujourd'hui.
Mais voilà, c'est pour vous dire que ça fait 10 ans que cette question de la logistique est en trame de fond de toutes les actions alimentaires du département. En 2012, il y avait eu une expérience spécifique pour une appro en légumes locaux avec un groupement de producteurs et des collèges et des ECMS qui sont aussi gérés par le département, et puis qui, notamment pour des questions logistiques, n'avait pas vraiment fonctionné et ça a été le cas aussi de toutes les actions qui ont été faites de 2013 à 2019, les actions ponctuelles avec les collèges sur des one-shots, on va dire, sur l'approvisionnement d'un produit, à chaque fois remonter, ou dans le cadre d'agri-local, à chaque fois on nous disait la limite c'est la logistique. Le producteur disait moi je vais pas aller faire 50 bornes pour livrer 3 têtes de salade à l'autre bout du département. Et en même temps, le collège ne synchronisait pas ses commandes avec les autres établissements du coin pour massifier son offre. Donc, du coup, voilà, ça aboutit en 2019 à se dire il faut qu'on fasse quelque chose sur la logistique. Et la première des étapes, ça a été de produire de la connaissance, en fait, de dire il faut d'abord qu'on sache où on va et ce qu'on fait. Et donc, il y a eu un diagnostic dans le cadre du PAT avec une étude logistique qui avait été menée par des étudiants d'AgroSup et puis une étude qui a été menée par la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, spécifiquement, on verra dans les diapos juste après que Anne-Claire présentera, vraiment sur les agriculteurs en circuit court, quels sont leurs modes de commercialisation, de production et les moyens logistiques qu'ils mettent en place. Et donc, depuis 2021, ça s'est accéléré. Donc, on a eu de l'argent pour faire un recrutement. On a eu de grosses difficultés de recrutement parce que la logistique est un secteur qui est assez tendu. En parallèle, on a essayé de commencer à mener des actions, des ateliers, notamment avec des producteurs, où là, on s'est rendu compte d'une autre problématique, hein, c'est que souvent, on nous dit la logistique est un problème, mais quand on essaye de détricoter les choses, souvent, c'est soit d'autres problèmes derrière, c'est plus des problèmes uniquement de commercialisation, c'est pas forcément la logistique qui est le nœud du problème, ou on a du mal à caractériser quel est le vrai problème logistique, ou alors quand on le caractérise, bah, en fait, il n'y a pas forcément une volonté de le changer ou de s'organiser différemment. Donc voilà, on a cette pelote de laine qu'on essaye de tirer de tous les côtés pour savoir par où commencer. Et on a aussi eu recours là actuellement à un bureau d'études pour faire une étude logistique et on s'est retrouvé par rapport avec les mêmes questions qu'il y a pu y avoir dans le témoignage précédent. Hein. C'est de se dire on va pas faire juste un diagnostic, on veut qu'il soit opérationnel parce que les acteurs en ont marre qu'on fasse des diagnostics et aimeraient bien que maintenant on mette les mains dans le cambouis et qu'on propose des solutions. Mais en même temps, comment proposer des solutions qui sont pertinentes et ancrées sur le territoire si on n'est pas sûr des volumes dont on parle et des acteurs dont on parle. Donc voilà où on en est en fait actuellement, c'est vraiment d'essayer de décortiquer les choses tout en commençant des petites expériences en marge pour alimenter notre réflexion et aussi pour tester tout simplement ces différentes choses. Avec la volonté, comme il y a beaucoup d'autres PAT sur le territoire, c'est d'essayer d'amener de la cohérence dans ce qui est fait et pourquoi pas de faire des choses transversales avec des échelles différentes. Alors bien sûr, avec la contrainte principale que tous les territoires ne sont pas disposés à travailler ensemble en fonction des orientations politique ou économique du territoire. Mais du coup, pour revenir sur la production de connaissances, je vais redonner la parole à Anne-Claire pour vous montrer les grandes lignes qui étaient ressorties de l'étude que la Chambre d'agriculture avait faite dans le cadre de notre diagnostic de territoire, pour vous donner un peu une idée de ce qui existe quand on parle de circuit court en Côte d'Or et de qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça en fait. Tu n'as pas mis ton micro, Anne-Claire. Oui, ça sera mieux comme ça, excusez-moi.
Ça a été un zoom sur les exploitations en circuit court, hein, et sur les 1200 exploitations du département en circuit court. 384, quand même, 400 ont été interrogés concernant qu'est-ce qu'ils faisaient en circuit court. Donc, les types de production, contrairement à ce que j'ai pu dire au podium du département, en circuit court, c'est plutôt la viande, donc l'aspect animal qui sort en premier, qui est en termes de commercialisation. Ensuite vient le végétal, puis la production laitière. Aujourd'hui, la plupart vu qu'on est sur la filière viande, donc les producteurs disposent pour 50% de leur outil de transformation, mais sous un statut d'agrément dérogatoire. Et oui, ils ont aussi pour moitié des stockages réfrigérés. En termes de commercialisation, je dirais que ça suit la tendance nationale, hein, en termes via la vente à la ferme et les marchés. Rien de nouveau. Et en termes de distribution, alors aujourd'hui, 53% réalisent leur livraison avec des moyens propres. Ils sont organisés plutôt individuellement ou sous forme de tournées, avec de tournées mutualisées, on va dire, entre petits réseaux de producteurs, mais ça reste à la marge, et très peu encore utilisent ou sous-traitent du transport. Donc, je dirais que cette étude, c'est… alors, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez la carte à gauche des producteurs en circuit court, elles sont quand même relativement bien réparties sur l'ensemble du territoire. Quand on met en perspective sur les flux de livraison hebdomadaire que vous voyez sur la carte de droite. Donc, c'est vraiment un socle de départ, cette analyse, pour pouvoir construire dans les mois à venir et à la suite de l'étude qu'on est en train de mener avec un cabinet pour concrétiser et faire plutôt une étude d'action, comme l'a dit tout à l'heure Vinciane. On sent un socle de coopération d'agriculteurs existants. Il y a des leviers pour le futur. Après, c'est comment on met en phase cette répartition des producteurs et justement de distribuer sur le territoire la production de façon plus homogène. Alors, certes, le bassin de consommation reste pour 2/3 la zone, l'axe Beaune-Dijon, vers lesquels tous les flux se tournent. Mais il y a, je pense, des synergies à mener et des expérimentations en termes de consommation, notamment vers la RHD, de distribution par petites zones un peu plus localisées, quoi. Du coup, je reprends la suite et j'essaye d'être très rapide parce qu'on a déjà fait les 20 minutes qui nous étaient accordées pour pas rajouter du retard. Donc, très rapidement, hein, pour reprendre, c'était juste pour vous faire comprendre que ce qu'on s'est rendu compte en faisant cet exercice qui était très intéressant de refaire l'historique de comment on en est arrivé à ces décisions de mettre la logistique en priorité d'action sur le département, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions depuis une dizaine d'années, notamment avec les collèges, puisque bien sûr, c'est une compétence du département, mais qui du coup sont restés disparates, n'étaient pas forcément liées entre elles et avec plus ou moins de succès, hein. Après, les collèges, on a ceux qui sont dans les départements le savent, hein, on a les cuisiniers qui sont vraiment des personnels du département, les gestionnaires qui sont au niveau de l'éducation nationale. Et si ce binôme-là, il ne fonctionne pas, déjà, on part mal pour réussir à faire quelque chose sur la restauration au niveau des collèges. Mais ça reste on va dire une cible principale pour le département, parce que c'est quand même quelque chose dont on a la compétence et qu'on maîtrise mieux que le reste. Et on se dit que voilà, la restauration collective reste notre porte d'entrée pour pouvoir, même au niveau logistique, faire organiser ou massifier les flux. Et ça permet, en dehors de la production de connaissances qu'on peut faire, par exemple avec les chambres consulaires, l'agriculture, mais aussi la CCI, la CMA, où on va toucher d'autres cibles, hein, les artisans, les entreprises de l'agroalimentaire, la restauration privée.
ça permet de tester aussi des actions. Et en plus de ça, le département a lancé une marque 100% Côte d'Or pour valoriser ces démarches locales. Et on doit dire que c'est un vrai plus pour nous s'appuyer sur la valorisation des produits locaux, puisqu'on a décliné ça avec des menus 100% Côte d'Or dans les collèges, pour lesquels il y a une plus-value pour les collèges qui font des menus 100% Côte d'Or, une plus-value financière. Et c'est sûr que là, on voit bien que c'est là que c'est pertinent, nous, d'essayer de faire des choses avec les collèges parce qu'on a un peu plus de moyens pour développer certaines choses. Après, des initiatives logistiques, pour le moment, il y en a qui fonctionnent, qui ont émergé avec le soutien du département, mais ce n'est pas des initiatives départementales, hein. On a le drive fermier, on a la plateforme Manger Bio. Et puis, il y a par contre un projet futur de plateforme de logistique en circuit court, et là qui serait géré par une structure en insertion. Et pour le coup, l'insertion est une compétence départementale. Et donc, il y aurait une plateforme de logistique associée à une légumerie et pour laquelle, là, nous, on est vraiment en train de travailler avec eux pour vraiment les aider à faire sortir ce projet. Je reviens pas sur les facteurs limitants parce que je pense que voilà, on les avait déjà bien identifiés dans les diapos précédentes, hein, urbain vs rural et offre qui correspond pas forcément à la demande. Mais voilà, la question qu'on vous partage, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est qu'en gros, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes différentes. Et par contre, nous, on en est au moment de se dire, il faut qu'on fasse un plan d'action concret avec tout ça. Donc, il va falloir faire des solutions sur mesure, certainement très variées, très différentes. Et on a vraiment une volonté de s'accrocher à ce qui existe déjà aussi sur le terrain et de ne pas réinventer la poudre. D'où le diagnostic qu'on mène en ce moment, qui a une vraie portée, on le souhaite, opérationnelle. Et quand on dit partir de l'existant, c'est par exemple le drive fermier ne s'adresse actuellement qu'à des particuliers. Ils peuvent être intéressés pour développer une offre auprès des professionnels. Et dans notre plan d'action, peut-être qu'on va, nous, voir comment on peut se positionner pour les aider à développer leur offre. Donc, notre positionnement à nous, c'est ça aussi. Ça peut être du financier, mais comment ça peut être aussi juste faire du réseau, juste faire de la com, juste mobiliser nos propres partenaires, les chambres consulaires. Et on en est vraiment à cette étape-là de notre travail. Mais on sait déjà que notre souhait, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de réaliser des expérimentations à différentes échelles et avec les différents acteurs et territoires qui sont présents. Donc, notamment aussi travailler avec le privé parce que ce n'est pas forcément une habitude dans les collectivités. Par exemple, on travaille actuellement, on est en discussion actuellement avec Chronofresh, qui pourrait être une des solutions sur le panel de solutions à construire. Et donc, on réfléchit à faire un accord cadre avec eux, mais aussi des choses beaucoup plus basiques, de faire de la synchronisation de commandes sur un petit bassin de consommation avec des établissements de restauration collective. Et puis, du coup, notre rôle de département, ce serait derrière de capitaliser sur ces expériences et de les diffuser si elles sont réussies et si c'est pertinent de les diffuser sur un autre secteur du territoire. Donc, voilà où on en est actuellement. Alors du coup, Dorothée Meyer, moi je suis chargée de mission agriculture et alimentation à Arlysère, une communauté d'agglo. Vous voyez sur la petite carte qui est en photo, à côté des photos, du coup c'est un territoire savoyard à côté d'Albertville. De façon très synthétique, ce territoire, on a 39 communes, plus de 60 000 habitants. C'est une communauté d'agglo qui est très jeune, elle a été créée en 2017. Et on a la spécificité d'avoir un territoire très, très montagnard. Il y a plus de 60% du territoire qui est d'altitude de plus de 1200 mètres d'altitude. Et on a vraiment des variations d'altitude qui sont importantes. On est à un carrefour entre plusieurs vallées avec, en termes d'activité, pas mal d'activités touristiques. On a des stations de ski, 4 stations de ski sur le territoire. Et on a plus de 90% du territoire qui est dédié aux espaces naturels et agricoles. Si on fait très vite en termes de mobilité, vu que c'est un peu aussi de logistique, on a un bon maillage local en termes de mobilité, mais encore une faible connexion avec les territoires voisins.
La spécificité chez nous, c'est de réussir à garantir la mobilité entre la plaine et la montagne en période hivernale quand il y a beaucoup de neige. Et la question se pose autant pour l'alimentaire que pour tout type de transport. En termes d'agriculture, on a 4 petites régions agricoles sur le territoire. On a plus de 27% du territoire qui est dédié à des surfaces agricoles utiles, et on a plus de 15 000 hectares qui sont dédiés à des alpages. Donc, vous allez voir après, les typologies d'exploitation sont spécifiques. On a 340 exploitations agricoles, dont 20 qui sont certifiées en bio, donc une part de bio assez faible encore, mais 84% des exploitations qui sont tournées vers des productions animales, avec une prépondérance pour les productions bovins-lait, donc 50% des exploitations, bovins-viande et génisses, 20%, et caprins et ovins-lait, 8%. C'est lié vraiment à la typologie de notre territoire et au côté montagnard, et on a c'est aussi lié au signe officiel de qualité qu'on a sur le territoire. On a plus de 7 produits sous appellation d'origine. On a 5 fromages de vache, donc 3 AOP, Reblochon, Beaufort, Tome des Vosges, 2 IGP, Tome de Savoie, Raclette de Savoie. En caprin, on a une AOP Chevrotin, et en fruits, on a des pommes et des poires, donc une IGP, pomme, poire de Savoie. Cette spécificité fait qu'on a sur le territoire aussi des outils. Alors on a 2 coopératives en gestion directe, c'est très important de le dire, c'est vraiment des outils qui sont gérés par les producteurs, détenus par les producteurs, et un abattoir encore sur le territoire qui est détenu également par une des 2 coopératives. Si vous regardez un peu la petite carte que je vous ai mis, dans les cercles, vous avez le nombre d'exploitations par micro-territoire, mais vous avez aussi quelques petits points, c'est pas exhaustif, mais vous avez quelques petits points pour montrer où sont situés un peu les outils. Donc, les fromages, c'est les coopératives en montagne. On a des marchés, on a des points de vente collectifs sur le territoire et pas mal d'autres outils. Donc, on a une dizaine de marchés, 2 points de vente collectifs, des magasins de coopératives qui maillent tout le territoire, une dizaine à peu près, des AMAP, et on a plus de 20% des exploitants du territoire, donc des 345 exploitations, qui proposent des ventes en circuit court. Alors, pour en venir à la logistique directement, comment on en est venu à traiter de la question de la logistique au niveau du territoire? Cette question de la logistique, elle est liée à la mise en place d'un travail sur la restauration collective, qui est à la base d'ailleurs de notre PAT, qui a été reconnu de niveau 1 en 2021. Donc en 2018-2019, il y a eu un stage sur l'état des lieux de l'offre des producteurs locaux qui pouvaient proposer des produits pour la restauration collective, avec création d'un catalogue de producteurs et derrière mise en place directe d'une expérimentation pour mettre en relation producteurs et établissements de restauration collective. Sachant que sur notre territoire, on a 2 cuisines centrales de taille moyenne, qui font 800 et 1300 couverts, mais on a également 4 petites cuisines en gestion directe. Toutes les autres communes sont en gestion concédée, et on a 6 EHPAD, 5 collèges autonomes, un lycée. Donc, on a potentiellement un vivier de repas en restauration collective. Quand on a mis en place l'expérimentation pour mettre en relation producteurs et établissements de restauration collective, la logistique est apparue comme un des freins principaux pour développer un peu les mises en relation. Ce n'était pas le seul, mais en tout cas, c'était un des freins. Donc, on s'est dit, dans le cadre de la mise en place de notre candidature PAT, que ça pouvait être un des axes phares de notre PAT. Et du coup, on a dans les 7 axes que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui dans notre PAT, on a un axe qui est dédié à la Restoco et un sous-axe qui est dédié à trouver une solution logistique favorisant le développement des approvisionnements en circuit court sur le territoire. Au moment où Arlysère a été, le PAT d'Arlysère a été reconnu, on a également le PAT de la Savoie qui a été reconnu. Et au niveau du département, ils avaient aussi cette problématique de la logistique qui avait été identifiée comme un des freins pour permettre la structuration de filières locales, donc pas seulement pour la Restoco, mais également pour les circuits courts. Il existait une plateforme de distribution de produits bio, elle existe toujours sur le territoire, mais on n'a plus d'équivalent pour les produits locaux parce qu'il y a une plateforme qui avait été créée en 2020 et qui a été fermée après 3 ans de fonctionnement. Donc, en fait, au niveau du département, il se posait pas mal de questions également sur la logistique, faut-il créer un outil logistique pour approvisionner la restauration collective, sachant qu'il y a de la demande, on a de l'offre, mais du coup, là, il y a une problématique de rencontre. Et du coup, le département a proposé de mettre en place un appel à projet sur une expérimentation logistique et a proposé au territoire qu'il désirait d'être candidat.
Donc, cette expérimentation logistique proposée par le département, l'idée du département, c'était de dire on a envie de tester avec une expérimentation le fait de s'appuyer sur des acteurs agricoles du territoire qui ont déjà une logistique structurée, c'est-à-dire soit des points de vente collectifs, soit des coopératives, soit des groupements de producteurs qui pourraient mettre à disposition leurs outils et leurs méthodes logistiques auprès des producteurs pour approvisionner la restauration collective. Et le deuxième objectif du département, c'était de trouver une solution logistique adaptée sur le long terme et reproductive pour tout le département. Donc reproductive en termes de positionnement prix, d'organisation des tournées, et surtout adaptée à des territoires de plaine et de montagne, parce que sur la Savoie, on a quand même cette problématique plaine-montagne qui est assez importante. La Chambre d'agriculture a été retenue comme opérateur pour mener l'expérimentation avec les territoires qui le désiraient. Et du coup, on a été 2 territoires à lever la main, Arles-Isère, parce qu'on se posait cette question depuis longtemps, et Grand-Chambéry. En termes de méthodologie, les territoires, le département a laissé pas mal la main aux territoires pour être force de proposition. On a créé un comité de pilotage dans lequel était le département, bien sûr, mais pour choisir le périmètre d'action, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille sur tout notre territoire ou seulement un sous-secteur, pour choisir les établissements et les opérateurs avec qui on allait travailler, c'est-à-dire des coopératives, des magasins de producteurs, ou la méthodologie de prise de commande et de livraison, là, chaque territoire avait la main. Et pourquoi on a choisi la restauration collective? Parce que, comme je vous le disais, c'était un secteur sur lequel on avait déjà travaillé, il y avait déjà eu une première expérimentation, des attentes. On a des outils sur le territoire et on a du coup un nombre de repas jour intéressant et un potentiel de volume qu'on a estimé qui était assez intéressant. Et on a quand même, comme je vous l'ai montré, pas mal de productions sous signe de qualité sur le territoire qu'on aimerait bien pouvoir valoriser dans le cadre du PAT. Donc, il y a un peu en termes d'expérimentation, on a un peu 2 temps. On a avant 2020, avant la mise en place du PAT et après 2020, on a d'abord, donc, comme je vous disais, travaillé sur la mise en relation avec un catalogue de producteurs. Après, on s'est dit que la logistique devait être vue de façon plus expérimentale et on voulait tester quelque chose, même si ce n'était pas reproductible directement. On a des groupements de producteurs sur le territoire, on a la Chambre d'agriculture, on a des cuisines centrales, comme je vous le disais, des collèges, on a le département qui était moteur. On a un historique quand même de la Chambre d'agriculture qui avait animé une plateforme logistique et on a des opérateurs existants, donc des magasins de producteurs, des coopératives et un groupe d'insertion qui pensait investir la question de la logistique alimentaire. Au sein du comité de pilotage, on a fait le choix, alors ça c'est un choix qu'on pourra rediscuter, mais de cibler un sous-secteur seulement de notre territoire, une vallée, de cibler une coopérative qui était prête à jouer le jeu de transporter des produits d'autres producteurs sur ces tournées logistiques existantes. Et les produits qu'on a choisis, c'était des fruits et légumes, parce que c'était la production qui était la moins implantée dans les cuisines centrales, celle qu'on arrivait le moins à faire rentrer en cuisine centrale, et en même temps, on avait des producteurs sur le territoire qui étaient prêts à vendre. Et donc, on a fait une expérimentation sur 2 mois, avec une mise en relation entre 3 établissements, un collège, une cuisine centrale et une toute petite cantine en haut de montagne et 3 producteurs qui se connaissaient historiquement parce qu'ils font partie d'un magasin de producteurs. Mais par contre, ce magasin de producteurs n'avait pas d'outils logistiques à proprement parler. Donc, on s'est appuyé sur la force de ces 3 producteurs qui savent travailler ensemble, qui savent prendre des commandes, et en même temps sur la force de la coopérative qui avait déjà des tournées logistiques organisées. Et du coup, hop, je vais juste vous montrer en termes de méthodo. On a donc les producteurs qui sont plutôt situés en plaine, qui sont, que vous voyez en rouge, des petits points rouges. On a du coup, des établissements qui ont été livrés, qui sont les triangles bleus. Et on avait un point de regroupement de l'offre des producteurs situé sur une des exploitations agricoles au centre. Donc, c'est la coopérative qui venait récupérer les commandes qui avaient été passées entre producteurs et cuisine, qui étaient centralisées sur une journée à un endroit. Et du coup, la coopérative, après, allait livrer de nouveau les cuisines en fonction des commandes qu'elles avaient faites. J'essaie de faire très très rapide, hein. Mais en gros l'idée là c'était de tester vraiment une expérimentation où on testait d'une part l'organisation de producteurs parce qu'on s'est rendu compte que même s'il y a des mises en relation qui étaient mises en place pour les faire tenir sur la durée, c'était compliqué.
Du coup, on voulait vraiment avoir un groupe de producteurs moteurs qui n'attendaient pas que nous, on fasse la mise en relation. De tester aussi le coût de la livraison avec la coopérative qui devenait opérateur, et aussi de tester les modalités de livraison. Et avant de choisir la coopérative, on avait quand même demandé aussi à la STEF, qui est un des opérateurs logistiques qui est sur toute la France, combien ils pouvaient prendre pour faire ce type de prestations. Et en fait, ils étaient beaucoup plus chers que la coopérative. Donc, c'est pour ça qu'on est parti avec la coopérative en se disant, tiens, en termes de bilan carbone, en plus, on ne rajoute pas de camions, on utilise des outils déjà existants, autant le tester. En termes de retour, du coup, d'expérience sur cette logistique qui a duré 6 semaines, on a des établissements qui ont joué le jeu de commander toutes les semaines et qui ont été motivés pour travailler avec ces producteurs. En termes de volume, vous allez voir que ce n'est pas énorme, mais ça nous a permis de tester des choses. On a eu à peu près 1000 kilos de fruits et légumes commandés. Des maraîchers qui souhaitaient s'impliquer dans la Restauco par conviction et qui s'y sont retrouvés, mais pas forcément par contre sur les volumes. Donc, un besoin de massifier plus la demande. Mais en même temps, on avait choisi un petit sous-territoire. Donc, l'objectif, c'était de dire si ça marche là, on va peut-être pouvoir le déployer sur le reste du territoire, voire sur le département. On avait du coup en termes de logistique, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de couac. En termes de prise de commande, il n'y a pas eu de couac. En termes de prix, la coopérative vous a dit que ça pouvait être, qu'elle avait passé plus de temps que prévu. Donc, qu'il fallait potentiellement peut-être augmenter les prix. En termes de faiblesse, par contre, comme je vous disais, les volumes ne sont quand même pas énormes. Et l'idée, c'est de trouver une façon de massifier un peu ça, de travailler avec plus d'établissements, plus de collèges, plus de cuisines centrales, plus d'autres débouchés. Par contre, ça sous-tend, nous, on a 2 coopératives qui sont un peu concurrentes sur le territoire. On a fait exprès de choisir un sous-secteur parce qu'en fait, cette coopérative travaillait sur ce sous-secteur. Si on déploie sur l'autre territoire, ça pose la question de est-ce que l'autre coopérative voudrait y aller. Ça pose la question des concurrences entre opérateurs. Entre-temps, on a, comme je vous disais, un acteur de l'insertion qui se pose la question de devenir logisticien. Du coup, on se pose la question de savoir si on ne pourrait pas travailler avec eux. En termes d'opportunités, donc on se disait que s'il y avait des besoins en stockage qui allaient augmenter, on pouvait stocker dans un nouveau magasin de producteurs sur le territoire qui vient de grandir. Donc ça ne sera pas un souci. Après, on se heurte un peu à des questions d'échelle. On a actuellement au niveau du PAT départemental une politique départementale qui est menée où le département est en train de favoriser plutôt le fait de faire appel à des groupements d'achats régionaux, la plateforme Régal, pour ces outils ateliers culinaires. Nous, on a mis en place des partenariats avec les collèges qui sont encore autonomes. Demain, si tous les collèges partent sur le même modèle centralisé que ce qu'ils ont fait au niveau de Chambéry, on se dit que ça peut mettre à mal tous les partenariats qui auront établis avec les producteurs locaux. Donc, ça nous pose des questions. Il y avait des questions autour des logiciels de commande, parce qu'aujourd'hui, ça marchait, les 3 producteurs réussissaient à s'organiser, mais en fait, ils nous disaient que si les volumes augmentaient, ils allaient devoir passer par un autre logiciel. Alors, il en existe, comme Panier Local, donc on se disait que c'était quelque chose à tester. Et en termes de menaces, si on fait très rapide, on se posait des questions sur les solidités de coopération avec la coopérative, celle qui a joué le jeu, et en fait, à juste titre, parce que là, il y a eu récemment le départ du directeur, du coup, un branle-bas de combat dans toute la coopérative, et du coup, la logistique n'est plus c'est plus leur priorité actuellement, parce qu'ils ont eu d'autres problématiques à traiter. Donc, on se pose la question de la suite. Mais en tout cas, on sait qu'il y a ce qu'on a testé, la méthodologie, elle a marché, donc on se dit pourquoi pas la développer avec d'autres acteurs. Et on se pose la question sur, là, on a travaillé qu'avec des producteurs de fruits et légumes. Demain, si on a envie de travailler avec les autres producteurs, parce qu'il y en a plein qui voudraient travailler aussi sur des produits laitiers, le fait qu'on ait fait appel à une coopérative, ça pourrait créer des concurrences, des mises en concurrence entre les produits de la coopérative et les produits des producteurs. Donc tout ça, c'est encore à travailler, encore beaucoup de choses à tester. Donc du coup, les questions qu'on se pose un peu par rapport à cette expérimentation logistique, c'est comment est-ce qu'on étend et on duplique ce qu'on a fait sur un sous-secteur, sur une filière, sur tout notre territoire, avec toutes les filières et d'autres opérateurs. On se pose la question de la place de la collectivité, parce qu'on travaille avec des opérateurs privés et du coup, on est tout le temps en train de jongler entre le fait de favoriser un opérateur plus qu'un autre et il ne faut pas.
Donc, du coup, on se met des freins nous-mêmes dans le choix qu'on fait d'expérimentation. On se pose des questions, comme je vous disais, sur les articulations entre les actions menées dans le cadre du PAT départemental et des PAT locaux. Même si le département est dans notre comité de pilotage, du coup, on est en train d'ajuster avec eux les besoins et les commandes. C'est assez intéressant, mais du coup, ça pose pas mal de questions auxquelles il va falloir qu'on réponde. Et du coup, voilà, les questions sur comment est-ce qu'on maintient, on développe cette dynamique, sachant qu'on est un petit territoire et que il suffit qu'un acteur tombe pour que ça fasse tout retomber. Donc, c'est peut-être pas forcément la solution de passer par les coopératives, on ne sait pas. Et voilà, est-ce qu'il faut élargir l'expérimentation? Je pense qu'on va le faire à d'autres filières de gamme, oui, parce qu'a priori, on cherche quand même la massification. Donc voilà les questions qu'on se pose actuellement.